Francis Allais, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue la passion des arbres? Écoutez, c'est enraciné dans l'enfance. J'ai beaucoup d'amis qui adorent les arbres, pour des raisons très diverses d'ailleurs, et je m'aperçois que dans tous les cas, c'est enraciné dans l'enfance. On a tous un arbre privilégié, favori, qui date de l'époque où on était enfant. Bon, moi j'ai gardé ça. Alors vous avez grandi où? Près de Paris, en Seine-et-Marne, dans un joli bois. Voilà, mais c'était pendant l'occupation allemande sur la France. Et donc on a vécu sur ce petit terrain et j'ai gardé une admiration sans borne pour ce qu'on peut faire avec des arbres et ce qu'on peut faire avec un petit bout de terrain bien géré. Votre arbre fétiche à l'époque, c'était... Oh, j'en ai des quantités, attendez, j'en ai des milliers, mais j'ai commencé par un petit châtaignier qui n'avait rien d'étonnant, sauf qui me permettait d'accéder aux branches basses d'un grand pin. Et voilà, je passais d'un arbre à l'autre et ça, je l'ai fait pendant toute mon enfance. C'est comme ça que votre vocation s'est dessinée? Bon, évidemment, je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais oui, c'est des choses qui vous nourrissent après. Et oui, ce qui est inscrit dans l'enfance, c'est super important. Hein. Je crois que vous n'aimez pas vous définir uniquement comme botaniste. Botaniste me convient parfaitement. Je suis botaniste. Vous êtes botaniste. Alors oui. Cette exposition, nous les arbres, si les arbres devaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Ils disent rien. Ils disent rien. Non, ils se parlent entre eux, mais on ne peut pas les comprendre. On ne peut même pas les entendre. Alors, il y a quelque chose d'un peu provocateur dans ce titre de « Nous les arbres », comme s'ils prenaient la parole en public. Non, mais ça c'est... Oui, enfin, la société est comme ça. Alors est-ce qu'on peut parler d'intelligence végétale? C'est une excellente question. On aurait dit ça il y a 20 ans, ça aurait fait marrer tout le monde. Il n'était pas question d'intelligence. Et puis il est arrivé tellement de... C'est pas arrivé d'un seul coup, c'est des quantités de petits détails, vous voyez, tellement nombreux et dans des domaines tellement variés que tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui leur manque pour être intelligent? Alors, bon, je ne vais pas reprendre la liste de toutes ces petites choses, mais personnellement j'étais très gêné d'utiliser le terme d'intelligence appliqué aux plantes, tout simplement parce que j'ai le plus grand respect du dictionnaire et quand je cherche dans le dictionnaire ce qu'est l'intelligence, je vois que c'est fait pour l'être humain. Il faut un cerveau, il faut un langage sonore, il faut pouvoir se déplacer, etc. Je me suis dit, bon, bah, ça ne s'applique pas aux plantes. J'ai un ami québécois qui m'a sorti de ce problème, il m'a dit, attention, c'est un être humain qui a écrit la définition de l'intelligence dans le dictionnaire et donc ce gars-là, il est jugé parti. Et c'est la porte ouverte aux pires exactions, tous les juristes sont d'accord là-dessus. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait, Jérémy? Et il m'a dit, bah, il faut réécrire une définition de l'intelligence qui n'exclut pas l'être humain, parce qu'il y a sa place malgré tout, mais qui accepte d'autres formes d'intelligence que seulement l'espèce humaine. Concrètement, l'intelligence de l'arbre. Alors écoutez, c'est un peu compliqué, je vais essayer de m'en souvenir. Est intelligent tout être vivant qui est capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de son existence en ce qui concerne sa survie et son bien-être. Ça repose sur deux possibilités. La première, c'est d'apprendre et la deuxième, c'est de garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et puis il y a une troisième phrase qui est super importante. L'intelligence ne se manifeste pas bien dans les conditions faciles de la domesticité ou de la domestication, comme vous voulez. Et pour la voir, il faut regarder l'être vivant dans son milieu naturel qui est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que les hommes ont à apprendre de tout ça? À mon avis, énormément. Des gens silencieux, extraordinairement utiles, qui améliorent leur environnement, et qui sont totalement non violents. Je crois qu'il y a des modèles pour l'être humain. Vous avez dit des gens? Bah oui, des arbres, je ne sais pas comment dire, des êtres vivants, quoi. Et alors ces arbres, ils sont maltraités aujourd'hui? Ça dépend où, pas ici. Pas ici, alors derrière vous justement, c'est un arbre que vous avez dessiné pour l'exposition? Ben, je ne savais pas du tout que c'était pour l'exposition, mais on m'a demandé de le dessiner, donc je l'ai fait, en hiver dernier. Qu'est-ce que le rapport à l'arbre nous dit aujourd'hui sur notre humanité à nous? Vous n'allez pas être contente.
On se demande si les plantes ne sont pas infiniment plus intelligentes que nous. Évidemment, c'est provocateur quand je le dis comme ça, mais si vous regardez de près, nous détruisons notre environnement. Nous sommes incapables de réguler l'écologie élémentaire. Il y a de la poubelle jusqu'en haut de l'Himalaya, l'océan Pacifique il est couvert de déchets, les sols sont stérilisés par les intrants qu'on y met. Nous détruisons notre environnement. Ajoutez à ça qu'on n'est pas capable de réguler notre population. La démographie humaine, personne ne s'y intéresse, on laisse faire, on laisse faire. Bon, prenez les plantes, elles ont des méthodes très astucieuses pour réguler leur population, il n'y a jamais d'excès, et tant qu'il y a de la place, on en rajoute. Et puis les plantes, elles améliorent leur environnement, aussi bien le sol que l'atmosphère. Alors qui est le plus intelligent à long terme? Moi je crois qu'on est mal barré. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Peut-être imiter les plantes, ça comprend d'abord de s'y intéresser et de les comprendre, pas de les regarder simplement comme du mobilier urbain comme font nos élus dans les villes. Tous les architectes mettent des arbres un petit peu partout aujourd'hui, c'est très à la mode, les terrasses, les toits végétalisés. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a des choses bien, oui, il y a des trucs super. À Milan, par exemple, il y a des immeubles couverts d'arbres, je trouve ça très bien. Hein. S'ils sont bien soignés, ça ne peut faire que du bien aux gens qui habitent là. On sait très bien qu'une balade en forêt, ça nous fait du bien. Ça, on n'a pas attendu les Japonais pour nous le dire. Ce qu'ils ont fait, les Japonais, il y a un groupe au Japon qui s'occupe de ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont expliqué pourquoi ça nous faisait du bien, sur quel organe, sur quelle fonction, pendant combien de temps, et voilà, ça a donné à tout ça une forme qui n'est plus strictement empirique, c'est devenu maintenant mesurable. Votre tension, vos résistances immunitaires, votre rythme cardiaque, etc. Tout ça est mesuré et on sait quel effet le bain de forêt aura là-dessus. Ça, c'est toute la mode aussi de la sylvothérapie, d'aller faire. Si vous appelez ça une mode, c'est que ça veut dire que ça va passer. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Aller faire des câlins aux arbres, ça c'est un peu. Oui, non. Il y a beaucoup d'obscurantisme. Faire des câlins aux arbres. Ouais, c'est marrant parce que dès qu'il s'agit d'arbres, l'obscurantisme n'est jamais loin. Il y a des gens qui me disent, quand j'ai mal dans le dos, un lombago, je ne sais pas quoi, je me mets le dos sur un chêne, le chêne me passe son énergie et au bout d'un quart d'heure ça va mieux. Je lui dis n'hésite pas, ça ne fait pas de tort à l'arbre, ça ne creuse pas le trou de la sécu. Par contre il ne faut pas me demander d'adhérer parce que l'arbre il est absolument pas d'accord pour passer de l'énergie à un primate qui passe là, non. Non, tout ça c'est de l'obscurantisme. Et alors cette exposition, vous avez eu le temps d'en faire le tour? Oui, je l'ai vue déjà. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez si vous deviez la raconter? Est-ce que ça se raconte une exposition? Non, on peut donner un sentiment, mais on ne peut pas la raconter. J'observe que si vous voulez être exposé chez Cartier, il faut être un Yanomami, un Amérindien d'Amazonie. Alors là, vous pouvez prendre un petit bout de papier, faire 3 traits dessus, ça sera affiché ici. La Fondation Cartier a une passion pour les Amérindiens. Vous partagez? Non, pas du tout. J'ai vu des crapules là-dedans, autant qu'ailleurs. Des crapules et même des gens qui font des exactions écologiques épouvantables. Mais il n'y a pas que ça dans cette exposition. Non, il y a aussi des gens très chouettes. Mais il me semble que les peuplades autochtones que j'ai vues en Asie étaient peut-être plus respectueuses de l'environnement, il me semble. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui si vous aviez un conseil à donner aux politiques? Aux politiques? Mon Dieu, mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas un mot d'écologie dans la tête, même ceux dont c'est le métier, soi-disant. On ne leur a jamais appris, ce n'est pas dans leur programme. Je me suis intéressé au programme de l'ENA un temps, parce que je voulais faire une conférence à l'ENA sur la déforestation tropicale. Mais je me suis aperçu avec horreur que les membres de l'ENA, ils n'ont pas un mot d'écologie. Par contre, on leur enseigne, et on leur enseigne sans arrêt, que c'est l'élite de la nation. Ça veut dire quoi?
que l'écologie n'est pas digne de l'élite de la nation. Ça fait peur, hein, et les résultats, on l'a devant nous. Mais alors vous êtes optimiste sur la suite ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai aucune raison d'optimisme. Au génie humain, à la capacité de l'homme à... Ouf, alors là, vous connaissez mal l'être humain. Hein. On a des très grandes capacités, mais on les utilise plutôt dans le mauvais sens. Regardez ce qui est en train de se passer dans le détroit d'Ormuz en ce moment. Non, non, l'être humain, je ne lui fais pas confiance, je suis désolé. Je veux bien faire une exception pour un tel ou un tel, mais collectivement, je trouve ça terrible. Cette espèce prédatrice, incapable de contrôler son niveau de démographie, et animée évidemment d'une très grande intelligence qu'il préfère tourner vers la destruction. Ah, ça fait froid dans le dos, hein.